sur ce webinaire dédié aux violences dans le sport. Cette préoccupation nous occupe toutes et tous. Nous sommes ce midi près de 200 inscrits. Les faits de violence, malheureusement, nous en connaissons, parfois comme témoins, parfois à travers ce que nous lisons, entendons dans les médias, et parfois même au cœur de nos structures. Nous allons tenter lors de ce webinaire de comprendre ce que sont les violences, les raisons pour lesquelles elles se trouvent banalisées dans les associations sportives. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants, Grégoire Bosselut, maître de conférence à l'Université de Montpellier, et Christophe Desportes-Guillou, référent discrimination GAGL 45. Merci à eux pour leur présence. Pour finir, je tiens à préciser que ce webinaire fait partie du plan régional de prévention des violences dans le sport coporté par le CROSS, Comité olympique, et la DRAGES, service de l'État. Ce plan vise à mobiliser le mouvement sportif autour de cet enjeu, en proposant notamment des temps d'information, de réflexion et en regroupant les comités régionaux et ligues sportives. Je les sais nombreux et nombreuses ce midi. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, vos remarques et observations dans l'espace dédié. Bon webinaire à vous. Qu'est-ce qu'on montre là? C'est que les violences physiques sont plus subies par des hommes que par des femmes, tandis que que la négligence et les violences sexuelles sont plus subies par des femmes que par des hommes. En termes de type de sport pratiqué, ici vous avez toujours ma population générale, donc la ligne, et je vous ai montré la différence entre les sports collectifs et les sports individuels. De manière significative, et ce pour toutes les formes de violence et au moins une forme de violence, pratiquer un sport collectif vous expose considérablement plus aux violences que pratiquer un sport individuel. En termes de niveau de pratique maintenant, en termes de niveau de pratique, ce qui est intéressant, c'est que, excepté pour les violences physiques, plus vous augmentez la pratique, plus les violences augmentent. Sauf pour la violence physique, où il existerait un pic au niveau régional sous forme de U inversé. Donc, les athlètes de niveau régional subissent plus de violence que les autres athlètes. Ça, on peut l'expliquer par la différence peut-être de niveau où on compense un faible niveau par on va dire de la roublardise, on va dire ça comme ça, mais par un engagement plus important au niveau physique. En termes d'âge des victimes, euh, il y a encore une fois un pic au niveau des 20-25 ans, qui sont la population la plus sujette aux violences. Et plus vous vieillissez, moins vous avez de chances de subir des violences. On s'est intéressé ensuite à qui est-ce qui en a parlé. Est-ce que on vous posait la question, vous avez subi une violence, ok, est-ce que vous en avez parlé? Ce qui est intéressant, c'est que globalement, les gens en parlent. Donc, on a encore une fois la population totale qui est en ligne. Donc, on a entre 58 et 70, 71% des personnes qui parlent de violence. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la violence sexuelle où les gens parlent le moins. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième information, c'est qu'il existe une différence significative entre les hommes et les femmes pour toutes les formes de violence, sauf pour la négligence. Globalement, les femmes parlent plus des violences qu'elles ont subies que les hommes. Donc ça, pareil, c'est une information qui est intéressante sur ce processus de signalement où, en fait, là, ce qu'on montre, c'est qu'il existe une différence entre les hommes et les femmes et que les femmes en parlent plus que les hommes. Maintenant, on s'est intéressé, vous en faites pas, ça va être compréhensible, mon, mon graphique. Maintenant, on s'est intéressé à est-ce qu'il existerait des populations plus à risque. Ces populations plus à risque, c'est sous forme d'arbres. Et ces arbres, en fait, ils créent des branches. Mon logiciel statistique crée des branches en fonction des facteurs à risque. Ici, on est sur les violences psychologiques. Et le premier critère qui permet de discriminer les différents groupes, c'est le niveau de pratique. Donc, c'est au niveau de la première branche. Au niveau de la première branche, on voit que les personnes qui sont
de niveau national ou international, subissent beaucoup plus de violence que les personnes qui ne font pas de compétition, ce qui est relativement logique par rapport à la littérature. Enfin, dans cette population, donc on est ici, dans cette population, les jeunes subissent 73% des jeunes au niveau national et international ont déjà subi de la violence psychologique. Donc ça permet de regarder des sous-populations très à risque. Donc ici, on a une population très à risque. Sur la violence physique, on a une population à risque qui est sur les sports collectifs et les sports de combat chez les hommes et chez les hommes qui ont entre 20 et 25 ans, où là, on monte à 57% de la population qui a déjà subi une violence physique, contre, je vous rappelle, pour l'ensemble de la population, 23%. Pour la négligence, c'est pareil. Et pour les violences sexuelles, on a une population à risque qui est, quel que soit le sport, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le type de sport, qui est le niveau de pratique. Et quand vous êtes à haut niveau, donc national et international, vous avez 32% de chances d'avoir subi des violences sexuelles contre 21% dans ma population globale. Maintenant, on s'est intéressé aux auteurs des violences. Jusqu'à présent, j'étais sur les victimes et maintenant sur les auteurs. De l'envoi des questionnaires, j'ai reçu plein de messages disant qu'on jetait l'opprobre sur les bénévoles, qu'on jetait l'opprobre sur les entraîneurs, qu'il y avait plein d'entraîneurs qui étaient très volontaires pour que ça se passe bien. Voilà. Je pense pas je cherchais à jeter l'opprobre sur qui que ce soit et les résultats ici montrent plutôt l'inverse. Vous avez les entraîneurs qui sont en bleu clair. Vous avez les pairs PAIRS qui sont en orange. Ces pairs PAIRS regroupent les coéquipiers et les adversaires. Coéquipiers en gris et adversaires en jaune. Et enfin, vous avez les bénévoles qui sont en bleu foncé et les parents qui sont en vert. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en fonction du type de violence, les personnes impliquées sont différentes. Ça, c'est la première information qui est importante à prendre en compte. La deuxième information qui est importante à prendre en compte, c'est que les entraîneurs ne sont pas les personnes les plus impliquées, sauf dans le cadre de la négligence, mais c'est non significatif par rapport aux pairs. La- Mais quelque part, c'est l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où les pairs sont très largement les personnes les plus impliquées. Et ça veut donc dire quelque part que les entraîneurs sont responsables de la gestion du groupe d'entraînement, sont responsables de la gestion des relations quelque part qui existent entre les athlètes. Un autre élément qui est important par rapport à ces auteurs, c'est que ce sont avant tout des personnes de confiance qui sont les auteurs de ces violences. Vous voyez, les bénévoles ne sont très très peu cités et les adversaires ressortent, mis à part pour les violences physiques, mais ressortent très peu. Ici, on s'est posé la question de est-ce qu'il existerait une différence entre ces auteurs en fonction du sexe de la victime? Et oui, il existe une différence en fonction du sexe de la victime. Globalement, les adultes s'en prennent plus aux femmes qu'aux garçons. Et les pères s'en prennent plus aux hommes qu'aux femmes. Donc ça, encore une fois, il y a une différence significative entre les auteurs de victimes. Une autre information, c'est qui sont ces auteurs? Ces auteurs sont, désolé messieurs, très, très, très majoritairement des hommes. Ils sont très majoritairement des hommes et donc nous, on posait la question homme, femme ou alors les deux. Et vous voyez que quel que soit le type de violence, c'est avant tout les hommes qui sont impliqués dans ces violences. Enfin, on s'est posé la question de savoir si
il existait une différence entre l'implication des hommes et des femmes envers des victimes hommes ou des victimes femmes. Globalement, ce qu'on a montré, et ce qui est logique quand on y pense, ce qu'on a montré, c'est que les hommes font subir des violences auprès des hommes et les femmes font subir des violences aux femmes. Voilà. Voilà un petit peu le fruit de notre étude là, qui est sorti dans un journal scientifique et dans un journal dans The Conversation qui est repris en partie dans The Conversation, qui fait un état des lieux. C'est le premier état des lieux un peu scientifique des auteurs et des victimes de violences dans les clubs sportifs. Je vous remercie pour votre attention. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vais commencer. Allez, j'y vais. Vous nous avez dit que vous travaillez notamment sur la question de la dynamique de groupe. Et dans votre étude, vous nous dites que les sports collectifs sont un peu plus touchés. Alors, quel lien on pourrait faire entre sport co, dynamique de groupe? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. En sport collectif, les normes sont bien plus développées et importantes qu'en sport individuel. Et ces normes, elles peuvent protéger, et c'est formidable quand elles protègent, et elles peuvent aussi ne pas protéger. Et donc ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est, j'arrête juste le partage d'écran peut-être. Le deuxième élément, c'est sur le fait que les pairs, et ça c'est classique dans toute la littérature, ce sont les pairs qui sont les plus impliqués dans les violences. Et donc, à partir du moment où il y a ce phénomène interindividuel euh, dans les équipes, et ben quelque part, malheureusement, c'est normal que le taux de prévalence soit plus important au sport collectif. D'accord. On a La, une ta- question. Ouais, la la taille taille de. la taille de l'échantillon, 2250 personnes, en sachant qu'en fait, j'ai contacté 22 000 présidents de clubs. Et sur ces 22 000 présidents de clubs, il y a 6 000 personnes qui se sont connectées et sur les 6 000 personnes qui se sont connectées, et ben, avec les critères d'exclusion, etc., euh, on en arrive à 2250 participants. C'est globalement une population qui est très large au vu de la littérature internationale. On est dans le top 3-4 en termes de taille d'échantillon. Alors, sur l'implication des parents dans les violences sexuelles, oui. En fait, ça dépend vraiment de la formulation de la formulation des questions. Nous, c'était ce qui se passe dans le club et les violences subies dans le cadre sportif. Et donc, sans doute que les participants n'ont pas vu les parents tout de suite comme une potentielle implication réellement dans le cadre de la pratique sportive. Il y a une question sur Avez-vous étudié les violences sur les arbitres? Non, il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire. On a plein de projets. On a plein de projets. On a des projets sur des modules de formation. On a des projets sur les arbitres. On a des projets sur les personnes en situation de handicap. On a vraiment plein de projets et il y a énormément, énormément de choses à faire. Une question, parmi les items concernant les diagrammes victimes, est-ce que l'origine socio-professionnelle des victimes a été étudiée? C'est une très bonne question et la très mauvaise réponse, c'est non. On l'a pas regardé malheureusement. Le questionnaire, il est déjà extrêmement long et on s'est rendu compte que les personnes, au fur et à mesure, il y avait des personnes qui abandonnaient le questionnaire parce qu'il est très long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré que les personnes qui avaient subi des violences, ça commençait par la violence physique, puis la violence psychologique, puis la négligence, puis la violence sexuelle. Et au fur et à mesure, les personnes qui ont subi des violences ont plus de chances d'abandonner le questionnaire que les personnes qui n'ont pas subi de violence. Donc ça veut dire que les chiffres de violence sexuelle, négligence et même physique sont sous-estimés, sans doute,
euh, dans notre échantillon. Donc, rajouter des questions, toute question est pertinente, mais ça rend le questionnaire absolument énorme. Alors, autre question, quand vous dites qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes responsables de violences, est-ce un pourcentage ou une valeur absolue? Alors là, je vous l'ai montré en pourcentage. Je vous l'ai montré en pourcentage. Ok. Euh, la différence entre les niveaux pourrait-elle être due à la connaissance ou non-connaissance de la définition de la violence dans le sport? À haut niveau, la définition est plus claire. J'ai peur que ça soit un vœu pieux, que à haut niveau, la définition soit plus claire. Euh, Ça peut s'expliquer aussi par le temps de pratique. Plus on pratique, plus on a de chance d'eux. C'est malheureusement un peu mathématique. J'ai pas l'impression que la connaissance des choses soit beaucoup plus claire à haut niveau qu'à faible niveau. J'ai même l'impression peut-être que des choses qui sont complètement acceptées à haut niveau ne le seraient absolument pas à faible niveau. D'accord. Ok. Moi, j'ai une question. Vous avez dit que en réalité, les gens en parlaient de plus en plus. Est-ce que vous avez questionné sur le fait c'est quoi en parler? On le dit, et qu'est-ce qui se passe après, quoi, quand on le dit? Ça nécessiterait une étude spécifique. Ouais. Là, on a juste posé la question, est-ce que vous avez déjà parlé, oui, non? Ça nécessiterait vraiment une étude spécifique pour aller chercher les mécanismes, pour comprendre mieux tout ça. Parce que quand on voit le différentiel quand même entre ce qui remonte au niveau de l'État et là, ce qu'on fait État, Ouais. il y a quand même une sacrée différence. Donc, aller regarder à qui ils en ont parlé, dans quel cadre, sur quel, voilà, vraiment regarder un petit peu plus dans le détail. Encore une fois, tout est à faire. On est peu à travailler sur les violences en sport au niveau scientifique, hein, je parle bien des chercheurs. On est peu à travailler là-dessus en sport. On manque de moyens, on manque de... voilà, il y a tellement de choses à faire, tellement, tellement de choses à faire. Sur l'augmentation sur le Covid, je peux vous parler d'études qui ont été faites au niveau international dans d'autres pays avant le Covid. C'est sensiblement les mêmes taux, sauf que ces taux-là sont sur l'entièreté de la carrière. Donc globalement, on a les mêmes chiffres, sauf que eux, c'est l'entièreté de la carrière. Nous, on est juste sur depuis l'arrivée dans le club. À partir de quel moment une exigence dans le cadre d'un entraînement bascule comme étant une attitude violente? C'est quoi une exigence? Oui. C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Euh, Ce qui est sûr, c'est il y a des attitudes qui peuvent être perçues Mm. comme non adéquates au mieux. Je prends l'exemple tout simple d'une main sur l'épaule après une compétition pour rassurer une athlète ou un athlète. Et ben, cette main sur l'épaule, elle peut être interprétée de plein de manières différentes. J'aurais tendance à dire que pour se protéger et pour protéger la personne, et ben, peut-être s'abstenir de certains comportements. Mais je réponds pas complètement à la question. Il y a une question sur l'honorabilité, donc c'est le fait de vérifier si les encadrants bénévoles professionnels respectent aux exigences de l'honorabilité. Est-ce qu'il y a eu des effets? Est-ce que vous avez pu le mesurer? Non, on n'a pas pu le mesurer. Euh, je trouve que c'est déjà bien d'en parler. C'est bien que ça a été mis en place. C'est une première avancée. Ce qui est sûr, c'est que ces bénévoles, alors qu'ils ressortent peu, encore une fois, là, dans notre étude, mais à mon sens, c'est aussi une population à risque qui est moins formée que les entraîneurs et qui reste pourtant en lien avec les athlètes. Et ça serait une population à les regarder un petit peu plus de plus près. Encore une fois, il y a tellement de choses à faire. Vous me donnez plein d'idées, c'est génial. Il y a tellement de choses à faire. Et alors, on vous pose la question de l'évolution de votre étude sur plusieurs années, qu'il y a un projet là-dessus ou... Euh, Ce qui serait intéressant, c'est de regarder un petit peu l'efficacité
de différents de différents protocoles d'intervention, en fait. C'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse, je pense, qui serait plus intéressant, c'est de voir un avant-après des interventions auprès des clubs. Est-ce que c'est efficace? Quel type de formation est efficace? Pour qui? Sous quelle forme? Et ça serait, je pense, très intéressant. Est-ce que, alors, il y a une question, avez-vous des recommandations à faire aux fédérations? Est-ce que votre étude aussi a été présentée au ministère? C'est un peu la même question. Alors, moi, j'avais été en contact avec le ministère. Ma co-autrice est en lien avec la direction des sports. Donc, il y a des choses, il y a des contacts qui ont été faits. Après, je ne l'ai pas présenté à Madame, Et à la en, et en termes de recommandations, En termes de recommandations, j'aurais tendance à dire d'insister sur la formation et notamment sur la formation liée à la gestion de groupe. Alors, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais encore une fois, quand on voit que les pairs sont largement impliqués dans ces formes de violence, ça veut donc dire quelque part que les entraîneurs laissent faire euh, pour plein de raisons, pour plein de raisons, ou ne regardent pas ou ne voient pas les choses. Et donc, en fait, former à cette gestion de groupe, à mon sens, et former à la psychologie un petit peu, à mon sens, serait quelque chose d'essentiel. le sport de haut niveau est-il à considérer comme une violence faite à son corps ou à son mental? Comment aider les sportifs et entraîneurs à placer le curseur? On est en plein Jeux olympiques. Euh, il y a des athlètes qui vont terminer leur carrière là. Qu'est-ce qu'on en fait de ces athlètes? Est-ce qu'après avoir utilisé leur image, on les met à la poubelle et on les oublie complètement? Dans la définition de l'OMS, ça, c'est une forme de violence. C'est une utilisation commerciale. Euh, Quand on voit le nombre de sportifs de haut niveau qui ont des séquelles à vie dues à leur pratique sportive, il y a une vraie question à se poser là-dessus. Moi, je pose la question aux étudiants que j'ai en STAPS. Euh, les- Globalement, entre deux tiers et trois quarts des étudiants me disent, et ils ont 25 ans, même pas, 23 ans, me disent qu'ils ont des séquelles, qu'ils vont avoir des séquelles à vie de leur pratique sportive. C'est une vraie question, une vraie question. Comment analyser le degré de violence dans les discours tenus sur les réseaux sociaux? Et vous aviez parlé notamment un peu du masculinisme, voilà, on sait que ça revient un peu en force avec les réseaux sociaux. Alors, si la question elle est méthodologique, on pourrait faire à l'heure actuelle, on a des ingénieurs informatiques qui sont très bons pour l'analyse de big data par rapport à ça et on pourrait regarder. Il y aurait sans aucun doute des choses à faire. Le problème, c'est qu'on a du mal à savoir qui est derrière. Donc, on pourrait analyser le Hmm. contenu, mais on aurait du mal à analyser qui sont les personnes qui dispensent ce type de contenu. Mais oui, il y a des choses à faire. Alors, on nous pose une question sur le rapprochement de ces chiffres avec ceux du sport scolaire. On n'est pas mieux, on n'est pas mieux, on n'est pas. C'est toujours compliqué de comparer les milieux parce que les méthodes sont très différentes. Et donc, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je vous dis simplement, dans mon souvenir, on est entre 10 et 20% de harcèlement dans le cadre scolaire. Euh, donc, on est complètement entre guillemets, dans les clous. Euh, on n'est pas mieux, on n'est Hmm. pas moins bien. Alors, il y a une question de Aude, mais alors si elle pouvait nous préciser, que pensez-vous de la formation PSSM dans le cadre des violences dans le sport? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre Je l'ai pas l'acronyme. faite, je l'ai pas faite, donc je vais pas me prononcer. Je suis désolé. D'accord. Et puis, il y a encore une question sur l'honorabilité. Est-ce que c'est étudié dans toutes les ligues ou dans les fédérations? Je ne sais pas. Voilà, ça c'est un aspect réglementaire, mais c'est plutôt une mission des fédérations. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le diaporama, moi, je peux le donner, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. Ok.
Euh, j'ai l'impression que, alors après, vous pouvez revenir sur des questions, hein, il n'y a pas de souci. Euh, on vous laisse la main, Christophe? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais tenter de repartager mon diaporama. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Bon, ben, super. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci au CROSS Centre-Val de Loire pour l'invitation. En fait, pour expliquer aux personnes qui participent à ce webinaire, on est en lien, le GAGL 45, qui est donc le Centre LGBT+ d'Orléans, on est en lien avec le CROSS depuis quelques temps. Sur la question des personnes LGBT, donc les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, et en fait toutes les personnes des minorités sexuelles et de genre et leur relation au sport parce que dans notre centre LGBT à Orléans, où on reçoit plusieurs centaines de personnes, l'année dernière, on a fait près de 900 entretiens individuels, on a régulièrement des personnes qui nous parlent de leurs difficultés à faire du sport. Alors, pas faire du sport individuel, il y en a plein qui vont courir ou qui font du vélo tout seul, mais aller faire du sport collectif ou aller faire du sport dans des structures collectives. Et donc, on s'est intéressé à ça et on a proposé et au CROSS et à la Dragesse de faire, alors à notre échelle et avec nos moyens, c'est-à-dire que nous, on n'est pas universitaire, on est bénévole, à notre échelle et avec nos moyens, un questionnaire qu'on a proposé à toutes les personnes qui voulaient bien y répondre sur cette question LGBT+ et le sport, un terrain de discrimination, point d'interrogation. Euh, alors, comment je fais pour... Voilà. Je vais vous présenter bon, rapidement l'enquête. Elle a été diffusée entre juillet et décembre 2025. D'abord aux associations LGBT de la région Centre-Val de Loire, sur les réseaux sociaux de ces associations, et ensuite aux structures sportives via le CROSS. C'est le CROSS qui a fait le relais de notre questionnaire, donc qui était en ligne et qui était un questionnaire anonyme avec néanmoins la possibilité à la fin du questionnaire de laisser son mail pour les personnes qui souhaitaient avoir des nouvelles des résultats. Et donc les personnes qui nous ont laissé leur mail auront dans les semaines qui viennent le détail de nos résultats comme je vais vous le présenter aujourd'hui. Voilà, on a eu 481 réponses, donc c'est un échantillon bien moindre que celui de Grégoire. Ça n'est pas un échantillon représentatif au sens scientifique du terme, c'est les personnes qui nous ont répondu. Et sur ces presque 500 réponses, on avait une petite centaine de personnes qui s'identifiaient comme LGBT. C'est-à-dire que on posait une question au départ du questionnaire, on demandait aux gens de cocher des mots qui leur correspondaient, le mot homme, le mot femme, le mot transgenre, le mot homosexuel, le mot hétérosexuel, etc. Il y avait, je crois, 11 mots, et en fonction des mots cochés, on a réparti ensuite les répondants en personnes LGBT et en personnes pas LGBT. La moitié, un petit peu moins de la moitié des répondants résident dans le Loiret. C'est sans doute parce que nous sommes nous-mêmes dans le Loiret et que du coup on touche un public sans doute plutôt loiretain. La moitié dans les autres départements de la région Centre-Val de Loire et 4% extérieurs à la région Centre-Val de Loire. Et les répondants ont un âge moyen de 45 ans. On leur a demandé s'ils faisaient du sport. Alors, un, c'est pas du tout, et 5, c'est beaucoup, beaucoup. Et vous voyez que c'est assez équilibré. On a une bonne partie des répondants qui sont quand même des sportifs assez réguliers. Ensuite, on a posé des questions. Et donc, la première question, c'était, avez-vous déjà été témoin d'insultes dans un contexte sportif? Et vous voyez qu'on a à peu près les mêmes réponses suivant que les répondants sont LGBT ou pas LGBT, c'est-à-dire que plus de la moitié des personnes ont déjà été témoins d'insultes dans un contexte sportif, on découvre pas grand-chose. C'est même surprenant qu'il n'y en ait pas plus que ce chiffre-là. À la question, avez-vous déjà été victime d'insultes dans un contexte sportif? On a un peu plus de personnes qui répondent oui chez les personnes LGBT. Il y a peut-être une sensibilité à ce qu'est une insulte. Je vais prendre le fameux mot qu'on entend malheureusement trop souvent dans beaucoup de stades. Les personnes LGBT savent que PD, c'est une insulte, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas LGBT et qui considèrent que non, après tout, c'est un mot comme un autre. On a demandé aux personnes si elles avaient déjà été témoins d'insultes LGBT-phobes.
Et donc là, spécifiquement des insultes LGBT-phobes, donc des insultes homophobes ou lesbophobes ou transphobes. Et là, on voit que les personnes LGBT sont beaucoup plus souvent témoins. Là encore, c'est peut-être une plus grande sensibilité, ou c'est peut-être que dans la population non LGBT, certaines insultes passent comme étant acceptables, alors qu'elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas pour les personnes LGBT, mais elles ne le sont pas d'ailleurs pour la loi également. On a demandé aux personnes si elles avaient déjà été victimes d'insultes LGBT-phobes. Chez les personnes LGBT, hein, c'est une personne sur cinq. Alors dans un contexte sportif, et on verra qu'en fait il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas dans des contextes sportifs parce qu'elles sont LGBT et que du coup elles ne se sentent pas à l'aise dans ce contexte-là. Mais je voulais attirer votre attention en fait sur le 3% des personnes qui ne sont pas LGBT et qui ont quand même été victimes d'insultes LGBT-phobes. Je citais tout à l'heure le mot de l'insulte PD. On sait bien que c'est une insulte qu'on va aussi adresser à des personnes qui ne sont pas homosexuelles, mais pour leur faire remarquer que leur comportement n'est pas suffisamment conforme à ce qu'on attend d'un homme, à ce qu'on attend d'un homme hétérosexuel en termes de capacité à la souffrance, de capacité physique tout simplement. Et donc, on voit que les insultes LGBT-phobes, les 3% de personnes non LGBT dans la population de notre pays, c'est beaucoup plus de personnes que les 21% de personnes LGBT. Autrement dit, il y a plus de personnes, on va dire, hétérosexuelles ou cisgenres, qui sont victimes d'insultes LGBT-phobes que de personnes LGBT directement. Les LGBT-phobies, l'homophobie, ça touche au-delà de la population LGBT. On a demandé ensuite aux personnes, avez-vous au moins une fois dans votre vie renoncé à faire du sport dans une structure sportive, un club, une association, du fait de votre orientation sexuelle ou de votre identité de genre? Et là, vous voyez que 38% des personnes LGBT ont déjà renoncé au moins une fois. 2% également parmi les personnes non LGBT. Et entre autres, on nous a parlé de questions de sexisme dans le milieu sportif et donc en particulier donc de femmes qui ne se sentaient pas à l'aise dans le milieu dans lequel elles étaient. On a demandé pour quelles raisons vous avez renoncé et vous voyez, alors je vais déplacer, voilà. 60% des personnes qui ont renoncé en raison du langage discriminatoire. Hein, les propos, ceux qui passent pour des blagues et qui n'en sont pas, hein, qui sont des insultes, par peur du rejet pour la moitié d'entre elles, les personnes pouvaient cocher plusieurs réponses évidemment, par peur des insultes, du fait de la proximité dans les vestiaires. Hein, j'ai vu tout à l'heure parmi les questions qu'il y avait une question sur les vestiaires, et on a cru longtemps que la non-mixité dans les vestiaires ou dans d'autres environnements, dans le milieu scolaire, dans les dortoirs, ça permettait de se protéger des violences sexistes ou sexuelles, et la démonstration est faite que non. Pour 32%, du fait de la rigidité des catégories binaires, donc là c'est plutôt des personnes transgenres qui du coup ont renoncé à faire du sport parce que les catégories dans le sport sont totalement binaires, et par peur de la violence physique pour 15% des répondants et des répondantes. On a demandé aux personnes si elles trouvaient que la question des LGBT-phobies, si ça s'améliorait ou pas. Et on a une majorité des personnes, et j'avoue que j'en fais partie, qui trouvent quand même que la situation s'améliore, qu'il y a moins de LGBT-phobie dans le monde sportif qu'auparavant, mais il y en a encore. Et il y a quand même 7% de personnes qui trouvent que ça se dégrade. Donc je ne sais pas si c'est lié à leur vécu personnel, mais voilà, on a un avis assez partagé sur le fait de cette évolution entre ça s'arrange ou rien ne change ou ça se dégrade. On a demandé aux personnes si elles pensaient que la question des LGBT-phobies, c'était un sujet important à traiter. Et là, vous voyez, hein, ce sont les, 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 les trois partis de droite. On est à 80% de gens qui considèrent que c'est important, voire très très important à traiter. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est sans doute que du coup le sujet est intéressant. Et je vous rappelle que dans notre échantillon, il n'y a que 20% de personnes qui sont LGBT. Si 80% des personnes pensent que c'est un sujet important, ça veut dire que beaucoup de personnes qui ne sont pas dans les minorités sexuelles et de genre s'intéressent, enfin trouvent que le sujet est important à traiter. On a posé des questions à
à des personnes en leur demandant si elles étaient elles-mêmes actrices du monde sportif, si les personnes étaient bénévoles, entraîneurs, dirigeants, et donc il y a des questions qui étaient spécifiques pour ces personnes, et on leur a demandé la une première question, est-ce que vous avez déjà eu une formation ou une sensibilisation sur les questions LGBT? Et vous voyez que 89%, 88,9% des personnes impliquées dans le monde sportif n'ont pas eu de formation sur ces questions-là. Alors, 80% des répondants trouvent que c'est un sujet important. 80, presque 90% n'ont pas eu de formation parmi les gens qui sont impliqués dans le monde sportif. Et pensez-vous qu'une sensibilisation sur les questions vous serait utile? Et alors là, c'est assez surprenant, alors qu'on a 89% des personnes qui répondent qu'elles n'ont pas eu de formation, 80% des personnes qui répondent que c'est un sujet important. On a parmi les acteurs du monde sportif 56% des personnes qui se disent que bah non, elles n'ont pas besoin de sensibilisation et de formation. Et alors pour le coup, ça n'est pas une réponse que j'apporte au sujet, c'est plutôt une question et un étonnement pour nous qu'on puisse à la fois trouver que c'est important et se dire qu'on n'a pas besoin de sensibilisation ou de formation. Je vous ai mis deux témoignages. Je regarde, je suis dans les temps que j'avais prévus. Je vous ai mis deux témoignages parce que je trouve que c'est pas mal de mettre un petit peu de chair sur des chiffres. Et on a une personne, il y avait à la fin du questionnaire la possibilité de s'exprimer librement. Et donc quelqu'un, donc c'est une personne qui s'est définie elle-même hein, comme étant un homme homosexuel de 30 ans, très sportif, et qui nous a dit, en cette rentrée 2025, je me suis une nouvelle fois posé la question si j'allais reprendre le basket ou non. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des personnes du basket parmi les personnes présentes, et le choix a été non, car je ne me sens pas dans une safe zone, dans une zone sûre, dans une zone en sécurité pour être moi-même. Et deuxième témoignage, là ce témoignage c'est le témoignage d'un papa d'un garçon transgenre. Alors je précise la définition, un garçon transgenre c'est un garçon, sauf que à la naissance de ce garçon on a dit aux parents c'est une fille. Donc c'était voilà, on a dit aux parents en fonction des organes sexuels du bébé que c'était une fille et en grandissant cette personne s'est aperçue qu'en fait elle était un garçon et donc c'est un garçon transgenre. Et donc le papa témoigne en disant nous avions l'habitude mon enfant et moi d'aller à la piscine. Mon enfant est un garçon transgenre. Nous avons été refusés à un moment en raison de la non-conformité du binder sous un t-shirt de baignade. C'est-à-dire que ce garçon avait un t-shirt de baignade, mais sous ce t-shirt, il avait un binder qui est en fait un élément vestimentaire qui permet de comprimer la poitrine, puisque je vous rappelle que c'est un garçon mais qui est né avec un corps féminin. Rencontre avec le directeur de la piscine qui était aussi confronté à cette période aux revendications du Burkini. Donc on voit qu'il y a des sujets qui viennent se taper les uns dans les autres. Il n'a rien voulu savoir. Mon fils n'a plus voulu retourner à la piscine entre 14 et 21 ans. 14 ans, donc j'imagine que c'est le début de la puberté pour ce garçon. Nageur régulier, j'avais pourtant réussi à négocier avec des maîtres nageurs d'être accepté avec sa tenue. Donc on a quand même des encadrants qui ont fait un travail intéressant et qui avaient accepté. Mais l'expérience de refus de piscine l'avait traumatisé. Depuis sa torsoplastie, donc la torsoplastie, c'est une opération chirurgicale qui vise à supprimer les glandes mammaires. Depuis sa torsoplastie, nous retournons enfin ensemble et en famille à la piscine sans problème. Il a 21 ans, 7 ans sans piscine. Ce qui veut dire qu'en fait, il a suffi, entre guillemets, d'une opération chirurgicale pour que tout d'un coup les choses deviennent possibles, alors que la personne elle-même, elle n'a pas changé. Ça reste un garçon transgenre, mais tout d'un coup, sans doute que le fait de ne plus voir une poitrine, ça avait rendu les choses possibles. Euh, on a demandé aux personnes si elles avaient des propositions pour améliorer les choses. Et la proposition qui arrive en tête, là encore, les personnes pouvaient cocher plusieurs réponses. C'est sanctionner les propos et les comportements discriminatoires. Le sentiment est vraiment très fort que les sanctions ne sont pas suffisamment fréquentes et ne sont pas suffisamment fortes. Vous avez tous et toutes vu cette banderole gigantesque lors d'un match de foot récent entre, je crois, Marseille et Paris, où on a une banderole qui fait des dizaines ou des centaines de mètres carrés. Elle est gigantesque, elle couvre une partie des tribunes avec des insultes homophobes pour l'équipe adverse et sans doute aussi les supporters adverses. 57%
il faut former les encadrants, les bénévoles, les dirigeants. Alors, ça vient en écho, encore une fois, au fait que 58% des personnes impliquées dans les structures sportives qui nous ont répondu trouvent que c'est pas utile d'être formées. 48% qui disent qu'il faut afficher clairement les valeurs d'inclusion dans les locaux et communications. Alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais on a vu sur plein de sujets que le fait, dans les différentes structures, d'afficher des choses, ça permettait de faire passer le message. Je prends un exemple. Depuis que dans beaucoup d'endroits, on dit que les personnes victimes de violences conjugales peuvent s'exprimer, je pense à des cabinets médicaux par exemple, il y a plus de femmes qui vont se confier pour dire qu'elles ont été victimes. Ça pourrait être intéressant que dans les locaux et les clubs sportifs, on dise que les discriminations n'ont pas leur place, que le racisme, ça n'a pas sa place, que l'homophobie, ça n'a pas sa place, parce que ça permettrait de se dire, ben voilà, l'institution, elle est du bon côté de la loi et elle n'est pas dans le laisser-faire. 45% adopté une charte d'inclusion. Je ne sais pas, j'imagine que vous avez des chartes déjà sur beaucoup de choses, c'est peut-être à intégrer dans d'autres choses. 36% respecter l'identité de genre, donc là, clairement pour les personnes qui sont transgenres. Proposer un accompagnement personnalisé, mettre en avant la diversité dans les supports visuels, là, encore une fois, c'est rendre visibles les choses, et participer, par exemple, à la journée du 17 mai, qui est la journée mondiale contre les LGBT-phobies. On sait que ça se fait un petit peu dans le football professionnel et que ça fait des vagues. Ça peut être un moyen de montrer une intention. Je vous ai mis cette diapo qui n'est pas agréable, mais je voulais vous la mettre quand même. Ça s'appelle la poubelle. C'est qu'on a des personnes qui ont participé à notre questionnaire, qui sont allées au bout du questionnaire pour nous laisser ces phrases-là. Et qui proposent par exemple ne pas les accepter, donc je suppose que c'est les personnes LGBT, comme ça, pas de problème ou qu'ils ne viennent pas imposer leurs idéaux dans le monde du sport, qui serait un monde à part, en dehors des lois, ou qu'ils créent leur propre club, donc quelqu'un qui est favorable à une sorte d'apartheid. En faisant trop état, c'est là que la discrimination peut arriver davantage. Évidemment, c'est toujours de la faute des victimes s'il y a des personnes qui discriminent. Trop s'exposer devient de la provocation, c'est la même chose. On dit la même chose hein, des femmes en fonction de leurs vêtements, et la hauteur d'une jupe serait une justification pour une agression sexuelle. Et on a quelqu'un qui conclut le questionnaire en nous disant arrêtez de nous emmerder avec ce sujet. Euh, je vous ai mis à la fin du diaporama quelques informations concernant notre association. Je vous laisserai les regarder. Merci beaucoup, Christophe, pour cet exposé. Alors, on a une question. Pensez-vous que le rajeunissement de l'encadrement dans les associations ne va pas améliorer l'intégration des LGBT? Qu'en pensez-vous? Alors, euh, ma première réponse, ça serait de dire oui, peut-être, parce que on a l'impression que les plus jeunes dans notre société sont plus au courant, plus ouverts sur les questions LGBT. Néanmoins, on a une étude qui est sortie en 2023 qui montre que, parce qu'en fait, le sujet, c'est évidemment, est-ce que notre société accepte mieux les questions LGBT? Donc ça, c'est une réalité, c'est massif. Mais c'est aussi comment se comportent les personnes qui n'acceptent pas les personnes LGBT. Et on s'aperçoit dans cette étude de 2023 d'Ipsos, dont je parlais à l'instant, que c'est dans la génération des moins de 25 ans qu'il y a le plus de personnes qui affirment une homophobie absolue. C'est 13% des moins de 25 ans, alors que dans ma génération, elle est plus de 60, c'est seulement 8%. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais on a cette question. Aujourd'hui, on a une acceptation massive des questions LGBT dans notre société, mais on a une radicalité beaucoup plus forte chez les LGBT-phobes jeunes. Ok. Et donc, vous avez expliqué la question de la sanction, en fait, que le premier levier, ce serait la question de la sanction. Est-ce que vous savez si les gens qui ont été insultés ou eu des comportements inappropriés euh, ont demandé une sanction, ont signalé? Est-ce que vous avez des précisions là-dessus ou pas? Alors, on n'a pas eu de témoignages comme cela. Hein. On a plutôt des personnes qui, on va dire, se retirent euh, pour éviter d'être insultées, ou si elles l'ont été, mais on n'a pas eu de témoignage dans ce sens-là. Nous, ce dont on peut témoigner, c'est que quand il y a des insultes LGBT-phobes ou de la violence LGBT-phobe, et que ça franchit le cap du dépôt de plainte au pénal,
Là, ce qu'on peut affirmer, c'est il y a des sanctions, il y a des condamnations. Hein. Mais dans le monde sportif, aujourd'hui, en tout cas, parmi le public que nous avons, nous n'avons pas eu d'exemples qui nous ont été cités de sanctions prises par le monde sportif, mais parce qu'on est aussi, c'est un peu, on est au début du sujet pour nous. Ok. On nous propose un levier. Il faudrait également avoir la possibilité de pouvoir choisir le genre sur le formulaire de licence. Actuellement, il n'y a que deux choix, hommes et femmes, sur les Oui, licences sportives. oui, alors c'est une question qui concerne pas que le monde du sport, hein, ça concerne l'ensemble de la population, sachant que dans la loi française, il n'y a que deux genres. Hein. Il y a Mm. le genre masculin et le genre féminin, il n'y a pas de genre neutre ou autre ou non binaire, mais c'est un sujet. Euh, la difficulté, elle est plus forte que cela en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a même du mal à faire respecter l'identité de genre des personnes. Tout à l'heure, je vous parlais d'un garçon transgenre, mais dont l'état civil était encore à ce moment-là un état civil féminin. Aujourd'hui, les témoignages que nous avons, c'est que les organisations sportives n'acceptent pas une identité de genre qui ne correspond pas au sexe marqué sur la carte d'identité. Alors même que les lois de notre pays disent qu'on doit reconnaître l'identité de genre des personnes, même lorsqu'elles n'ont pas encore fait leur changement d'état civil. Je sais que c'est compliqué parce que dans un certain nombre de sports, il y a des barèmes, des critères qui sont genrés, qui sont en fonction du genre. Sans doute qu'un jour on avancera un peu sur ce sujet-là et que du coup ça met en difficulté les organisations sportives. Mais voilà, en tout cas on a la question du genre, elle est au-delà de la question des discriminations. C'est que dans notre société on n'a pas encore complètement intégré le fait que on n'avait peut-être pas besoin de séparer les personnes en fonction de leur genre sur tous les sujets et même sur les sujets sportifs. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Grégoire doit nous quitter parce qu'il enchaîne direct sur un cours avec ses étudiants. Donc, on vous libère. Merci beaucoup, hein, Grégoire. Je regarde sur les... Merci à vous, merci encore. Bonne journée. Ouais, Désolé, hein, je excellent file. après-midi. Euh, je regarde un petit peu, voilà, ce qu'il y a décrit. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le manque de modèles ou de soutien de sportifs de haut niveau sur ce sujet joue un rôle dans la lutte contre les propos homophobes, Oui, oui. discriminatoires? Ouais. Oui. Quand on interroge la population française sur son appartenance aux minorités sexuelles ou de genre, en France, c'est 10% de la population. Quand c'est une déclaration de manière anonyme, c'est 10% de la population. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, chez les sportifs de haut niveau, par exemple, 10% est expliqué que ils étaient gays ou qu'elles étaient lesbiennes ou qu'ils ou elles étaient transgenres. Voilà. Je pense qu'il y a un manque de visibilité évident, mais comme il y a un manque de visibilité dans la société en général, hein, il faut dans beaucoup d'environnements un certain courage pour annoncer qu'on est dans les minorités sexuelles ou de genre, surtout dans des milieux où la question de la compétition, la question un peu de la conformité aux stéréotypes dont je parlais tout à l'heure, elle est importante. Mais on a quelques sportifs qui font leur coming out régulièrement. Mais vous avez peut-être vu cela dans informations. Il y a quelques jours, un arbitre de football de niveau national en Allemagne a fait non seulement son coming out, mais il a demandé en mariage son compagnon sur la pelouse à la fin du match. Et il a été applaudi par toutes les personnes qui étaient dans le stade, mais 2 jours après, il a été agressé très violemment. Et donc voilà, on a ce genre de réaction après un acte qui relève un peu du courage encore aujourd'hui dans notre société. Eh bien, on arrive à la fin de notre webinaire qui était très riche et en termes d'intervention, en termes de questions. Euh, Juste, j'ajoute une petite chose. Nos résultats, on va les présenter dans 3 villes de la région Centre-Val de Loire. Alors, c'est pas encore planifié du tout, mais ce sera fait au cours de l'année 2026. On va présenter ces résultats de manière un peu plus détaillée à Orléans, à Tours et à Bourges. Donc voilà, pour les personnes qui sont en ligne, si elles veulent repasser un petit moment sur ce sujet-là, on les accueillera avec plaisir. On annoncera, ce sera ouvert au public.
Bien, écoutez, merci à toutes et tous. On vous transmettra notamment les supports qui ont été projetés. Belle fin d'après-midi à vous. Bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir.